Alors, premièrement, donc, Eid Mubarak Saïd, Jamie. Alors, voilà, donc, même si, on va dire, on est presque en période de vacances, on était censé programmer les cours ce week-end, parce que le temps s'approche, donc, et forcément, donc, on compte terminer les cours d'ici, en fait, vers la deuxième semaine de juillet. Donc, ce qui fait, voilà, donc il y a beaucoup de cours que vous avez terminés. Il ne reste pas beaucoup de choses. Donc, les cours qui restent, donc forcément, chaque semaine, donc quasiment, vous allez terminer tout ça. Et donc, ce qui me concerne, donc, comme je vous avais promis en fait qu'il y a une partie donc, concernant, on va dire, l'intelligence artificielle distribuée, que nous allons bien sûr développer l'année prochaine. Mais il y a une partie souvent qu'on essaie de voir cette année. Bon, histoire pour vous donner la chance, on va dire l'occasion, d'avoir quelques concepts de base sur cette partie-là, notamment concernant l'intelligence artificielle distribuée et les systèmes multi-agents. Bon, globalement, c'est un cours qu'on faisait depuis longtemps. Alors, sauf que à partir de cette année, donc, en fait, nous avons décidé d'intégrer à cette partie-là l'une des parties qui sont aujourd'hui très importantes concernant l'intelligence artificielle. Justement, c'est l'IA générative et ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, on va dire, c'est une discipline qui s'est développée très bien récemment, depuis quelques années. Enfin, pas depuis quelques années, depuis, on va dire, l'année dernière. Donc, c'est un métier qui s'est développé. Il se trouve que il y a quasiment, c'est pas, il y a beaucoup d'entreprises, mais quasiment toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin donc justement d'exploiter cette intelligence artificielle générative. Ils ont besoin d'exploiter ce qu'on appelle les large language models dans les applications. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'opportunités pour vous, donc, notamment pour décrocher des postes ou des jobs ou peut-être des projets. Et donc, on va profiter du fait que nous avons déjà pu avancer sur la partie donc, développement, la partie ingénierie logicielle, notamment avec Spring Framework, qui est un framework que nous avons utilisé pour développer les applications. Et ça tombe bien parce qu'en fait, Spring, comme vous le savez, donc c'est l'un des frameworks les plus populaires qui sont utilisés pour développer des applications pour les entreprises. Donc Spring, depuis des années, donc pour lui, l'intelligence artificielle, c'est pas son affaire. Donc en fait, généralement les gens qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, souvent, dans la majorité des cas, ils ont besoin d'utiliser le langage Python pour développer des modèles, pour entraîner des modèles, pour faire tout ce travail-là. Et donc il y a beaucoup de cours que vous êtes en train de faire donc pour apprendre, c'est-à-dire les concepts de base, on va dire, de l'intelligence artificielle et particulièrement de machine learning. On peut dire une chose qui est très importante, c'est que de la recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc il a fait beaucoup de choses, il y a une grande évolution qui s'est passée depuis des années et qu'on peut même dire que en fait, le langage Python a fait son affaire, a fait son travail. Et donc, il a permis d'obtenir des modèles comme, par exemple, GPT, comme ChatGPT, comme Llama. C'est des modèles qui sont très puissants aujourd'hui, qui sont exploités par les entreprises. Mais pour exploiter ces modèles, pour exploiter ces intelligences artificielles dans les applications, et bien forcément, vous n'avez plus besoin forcément d'utiliser Python. Et bien, tous les langages qu'on utilise dans l'ingénierie logicielle aujourd'hui sont capables d'interagir facilement avec l'intelligence artificielle. Ils sont capables de tirer profit de l'intelligence artificielle de manière, on va dire, plus ou moins simple. Et particulièrement Spring Framework, qui est un framework qui est normalement qui est l'un des frameworks les plus développés en termes d'architecture logicielle. Donc, n'est pas en marge parce qu'en fait, il a créé un module qui s'appelle Spring AI.
Donc il a créé un module qui s'appelle Spring AI, qui forcément va énormément profiter c'est-à-dire de l'avancement, c'est-à-dire de l'état d'avancement dans le framework lui-même, pour offrir des possibilités d'intégrer facilement les applications de l'intelligence artificielle dans les applications notamment qui sont basées sur Java. Donc, en fait, dans ce cours, je vais m'intéresser donc à c'est-à-dire à cette partie-là, l'intelligence artificielle générative. D'abord, ce que c'est, quels sont les concepts fondamentaux, c'est quoi le prompt engineering, ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts, quels sont les concepts fondamentaux, et puis vous allez voir quelques applications à travers lesquelles on va voir comment faire des prompt engineering, soit aussi bien avec le langage Python, ou bien en utilisant donc le Java principalement avec le framework Spring, parce que les deux sont très intéressants. Il faut vraiment que ce soit des outils pour vous, donc que vous devrez mettre dans votre poche, quel que soit le métier que vous allez faire. Donc, c'est-à-dire que vous soyez dans le domaine de l'ingénierie logicielle, ou bien que vous allez travailler dans le domaine de la data, ou cybersécurité, ou je ne sais pas quoi, ou dans le domaine je sais pas, de DevOps ou de l'architecture, de n'importe quel métier. Même si vous travaillez dans le domaine du commerce, je ne sais pas quoi. Donc, quel que soit le métier sur lequel vous allez travailler, c'est des outils de travail, c'est des choses qu'il faut absolument maîtriser. C'est pas compliqué. Bon, on va essayer donc c'est-à-dire d'intégrer ça dans cette formation. Et donc, nous allons essayer donc de tirer profit de tous ces éléments pour pouvoir développer, bien sûr, les applications pour faire ce qu'on appelle des prompt engineering. Alors, donc, ce qu'on va faire. Alors, d'abord, bon, je ne peux pas parler de l'IA générative et du prompt engineering sans m'arrêter d'abord. Allez-y. Donc, sans m'arrêter d'abord sur on va dire l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc, forcément, vous avez déjà fait beaucoup de cours concernant l'intelligence artificielle et machine learning. Donc, sur ce slide, donc, je vais m'arrêter un peu sur un rappel, on va dire, sur une synthèse de ce qu'il faudrait retenir concernant l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, c'est que en fait, l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui est très ancienne. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Mais il se trouve que depuis très longtemps, que en fait, les scientifiques et les chercheurs ont essayé donc de doter les systèmes informatiques. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence artificielle, en fait, c'est quoi? C'est le fait de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles qui sont semblables à celles des êtres humains. Donc, c'est-à-dire, depuis très longtemps, on imaginait les ordinateurs qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des prédictions, qui sont capables de faire, si vous voulez, de prendre des décisions autonomes et en utilisant des algorithmes. Donc ça, c'était depuis très longtemps, depuis même les années 50, 56, etc. Donc depuis les années 50 jusqu'à maintenant, c'est que les scientifiques ont toujours imaginé ça. Alors, donc, il y a l'aspect intelligence artificielle qui était toujours quelque chose qu'à l'époque qui se trouvait c'est-à-dire qu'on manipulait au niveau de la recherche scientifique, mais en fait, le grand public découvrait l'intelligence artificielle à travers les films de science-fiction généralement, parce qu'en fait les cinéastes aussi commençaient à imaginer, je sais pas, à travers des films comme par exemple Terminator ou je sais pas, donc si vous vous rappelez, donc on imaginait toujours, c'est-à-dire qu'un jour il y aura des machines qui sont très intelligentes, qui sont capables, c'est-à-dire c'est pas rivaliser avec l'être humain, mais assister l'être humain, aider l'être humain à accomplir ses tâches, etc. Donc ça a été toujours, donc c'était une pensée un peu très ancienne. Donc a dit l'intelligence artificielle. Et puis il y a un autre terme qui est l'intelligence artificielle distribuée. Et ça c'est très important. En fait, dans l'intelligence artificielle distribuée, il y a deux parties. Il y a d'abord l'intelligence artificielle
En fait, l'intelligence artificielle, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est le fait de modéliser le savoir et le comportement des agents. C'est-à-dire, c'est créer ce qu'on appelle des penseurs isolés. C'est-à-dire, vous allez créer une application, un algorithme quelque part dans une machine, qui va utiliser un algorithme de l'intelligence artificielle qu'on va entraîner. Une fois qu'il est entraîné, eh bien, il est capable de prendre des décisions. Il est capable de faire des prédictions. C'est-à-dire, l'IA, il s'intéresse à ce qu'on appelle un penseur isolé. C'est comme si vous dites un être humain qui est isolé tout seul, qui a son cerveau et qui est capable d'apprendre, qui est capable d'analyser, qui est capable de faire des prédictions et qui est capable de prendre des décisions. Donc ça, c'est l'IA. Et puis, il y a le terme distribué. Alors, les termes distribués, c'est un concept qui consiste à exploiter ce qu'on appelle l'intelligence collective. En fait, l'intelligence collective, c'est le fait c'est-à-dire d'associer plusieurs agents, plusieurs intelligences artificielles qui vont interagir, qui vont communiquer et qui vont collaborer pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un seul algorithme ou bien un seul agent isolé, eh bien, dans la pratique, dans les problèmes industriels, dans les problèmes des entreprises, parfois les problèmes sont complexes. Et du coup, donc, on ne peut pas concentrer l'intelligence artificielle sur une seule machine. On ne peut pas concentrer toute la problématique sur un agent. C'est très compliqué. Donc, ce qui fait que, ça, on le savait depuis très longtemps, c'est que le meilleur moyen pour résoudre des problèmes complexes, c'est de découper le problème en un ensemble de systèmes distribués. Et puis, donc, chaque système distribué, c'est un agent, c'est ce qu'on appelle un agent, et qu'on va entraîner. Et bien, il dit que donc, vous allez avoir plusieurs agents intelligents qui sont distribués. Et par la suite, ces agents-là, ils vont collaborer, ils vont interagir, ils vont échanger des données et pour pouvoir résoudre des problèmes assez complexes, exactement comme les êtres humains. Alors, donc chez la communauté, on va dire les êtres humains ou bien les animaux, donc on exploite deux choses. On exploite l'intelligence individuelle et on exploite l'intelligence collective. Alors, l'intelligence individuelle, c'est que chacun il a son intelligence, il est capable de résoudre des problèmes, etc. Mais il se trouve qu'une seule personne n'est pas capable c'est-à-dire vous voulez construire je sais pas, un immeuble ou je sais pas quoi, vous pouvez pas avec une seule personne ou bien une seule intelligence, on n'est pas capable de faire ça. Donc, on a besoin d'utiliser plusieurs agents intelligents et on a besoin d'une organisation qui permet aux agents de communiquer, de collaborer pour pouvoir résoudre un problème. Donc, vous voyez, donc, la nature, c'est ça. C'est-à-dire que la nature, c'est que les problèmes complexes, pour résoudre les problèmes complexes, la meilleure façon qui permet de résoudre les problèmes complexes, c'est, on va dire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée. Ben, de ce fait-là, il y avait depuis 1985, ça fait assez de temps. Alors déjà, une chose avant de parler des systèmes multi-agents, c'est que d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a une partie de l'intelligence artificielle qui a été, qu'on a voulu exploiter au départ, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est en fait c'est une discipline qui était utilisée à l'époque dans ce qu'on appelle les systèmes experts. Et on imaginait qu'en fait, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le futur de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'est des algorithmes un peu spéciaux. Mais le reste de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle machine learning. C'est l'apprentissage automatique. Ben, il se trouve que l'IA symbolique, on ne va pas en parler, ce n'est pas la peine d'en parler parce que ça n'a pas décollé. C'est-à-dire, bon, il est resté dans le passé, donc quasiment, c'est-à-dire, ça n'a pas abouti à des résultats qui sont très importants jusqu'à présent. Ben, c'est pour cela que l'IA symbolique, c'est pas forcément
c'est pas forcément la partie qu'on va conseiller aux gens d'apprendre maintenant. C'est vraiment, c'est la chose la plus importante. Mais par contre, c'est quelque chose qui existe, mais peut-être qui va, c'est-à-dire ressurgir dans quelques années ou bien dans quelques, quelques périodes, et qui va venir encore apporter une contribution majeure à ce qui est développé, notamment qui est l'autre partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui constitue à peu près plus de 95% de l'intelligence artificielle, c'est machine learning, plutôt c'est l'apprentissage automatique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment tous les gens qui font de l'intelligence artificielle, à 95%, ils n'exploitent qu'une partie de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, c'est machine learning. Donc c'est pour cela qu'on va toujours rester dans l'idée du machine learning. Alors bien sûr, tout à l'heure, donc je vais revenir sur l'apprentissage automatique globalement, quels sont les différents types d'algorithmes d'apprentissage automatique que vous pouvez utiliser. Mais avant ça, il se trouve que depuis 1985, il y avait un concept qui était né qui s'appelait les systèmes multi-agents. En fait, les systèmes multi-agents, justement, c'était un concept qui était en fait créé pour exploiter l'intelligence artificielle distribuée. Donc en fait, les systèmes multi-agents, c'est quoi? Les systèmes multi-agents, c'est un concept qui consiste à développer un système sous forme d'un ensemble d'agents distribués. Et ces agents-là, ils vont collaborer de façon à pouvoir résoudre des problèmes complexes. Et qu'en fait, c'est quoi un agent? Un agent. Un agent, c'est une entité qui est autonome. C'est-à-dire c'est un algorithme, c'est un programme qui est autonome, qui est caractérisé par 3 dimensions. Les 3 dimensions d'un agent, il y a d'abord l'environnement. La dimension environnement, c'est qu'un agent, il vit dans un environnement. Donc, l'environnement, donc c'est l'espace dans lequel va évoluer l'agent. C'est l'espace dans lequel l'agent va trouver l'ensemble des ressources dont il a besoin pour réaliser ses tâches. Par exemple, s'il s'agit d'un robot, si vous imaginez un agent comme étant un robot, alors c'est quoi l'environnement? C'est-à-dire c'est l'atelier, c'est l'espace dans lequel il travaille. Si c'est une IA qui se trouve dans une machine, l'environnement, tout simplement, c'est le contexte, c'est l'ensemble c'est-à-dire c'est le contexte de l'application dans lequel il va trouver des capteurs, il y a des caméras, il accède à un ensemble c'est-à-dire il y a une connexion réseau, donc il trouve tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les ressources nécessaires et qui vont lui permettre de communiquer avec l'environnement. Donc il y a l'environnement parce qu'un agent, généralement, il a besoin d'interagir avec l'environnement. On ne va pas créer un agent intelligent qui résout des problèmes. Vous lui posez une question, il vous donne un résultat. Alors si vous créez un agent qui à un moment donné, vous lui envoyez une requête et après il vous donne un résultat et après c'est tout, et bien tout simplement, à la rigueur, ça vous ne pouvez pas l'appeler un agent. Alors vous pouvez l'appeler un microservice ou bien tout simplement un simple service. Donc c'est à peu près le concept qui est le plus utilisé. Mais en fait, un agent intelligent, c'est un service, mais qui doit interagir avec l'environnement. Et donc la deuxième dimension, c'est justement l'interaction. Donc l'agent vit dans un environnement où il va évoluer, il va rentrer en interaction avec les autres agents. Donc c'est qu'un agent, il doit avoir des protocoles, il doit utiliser des protocoles de communication avec les autres agents. C'est-à-dire, il a besoin de collaborer. Il a besoin de collaborer avec les autres agents pour résoudre des problèmes complexes. Donc, c'est-à-dire, c'est là on va exploiter l'intelligence artificielle distribuée. Forcément, la recherche scientifique a développé des langages de communication entre les agents. Bon, à l'époque, il y avait un langage qui s'appelait Agent Communication Language, ACL, qui était, en fait, c'était un standard qui était développé par une fondation qui s'appelle la FIPA, qui était fait pour pouvoir faire communiquer les agents. Mais les choses ont beaucoup évolué parce qu'après, vous savez, dans le domaine des web services, après, il y a les web services basés sur SOAP, il y a REST, il y a GraphQL,
il y a des protocoles comme gRPC, etc. Donc, c'est des choses que vous connaissez. Et du coup, donc, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de possibilités qui permettent au système distribué de communiquer de manière très simple. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la plus populaire, c'est REST. Donc, c'est-à-dire faire communiquer les applications via c'est-à-dire des requêtes HTTP, soit REST ou bien GraphQL ou bien gRPC. C'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui. Mais après, par la suite, donc, cette partie-là, donc, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, c'est qu'un agent doit être capable d'interagir avec les autres agents. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, cet agent-là, pour qu'il puisse poser la question à un autre agent, le langage qu'il va utiliser, donc la question qu'il va poser, parce que la question doit contenir, si vous voulez, beaucoup d'informations sur la question elle-même. Donc, dans une question, on va trouver ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire quand je vous pose une question en tant qu'être humain, quand je vous pose la question, ben, la question c'est quoi? C'est un texte que je suis en train de vous annoncer, mais il y a également la manière, et il y a ce qu'on appelle le speech act, c'est-à-dire la manière avec laquelle je vous pose la question. Ben, si je vous dis bonjour à tout le monde et je souris, c'est comme si je vous dis bonjour et je baisse ma tête, n'est-ce pas? C'est pas la même chose, c'est la même phrase, mais qui a des sens qui sont différents. Donc, ce qui fait que la façon d'interroger les agents, il est toujours défini par ce qu'on appelle on va dire un standard. Un standard qui permet aux agents de comprendre un peu la question qu'on lui pose. Alors justement, c'est là on va trouver ce qu'on appelle prompt engineering. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la façon avec laquelle, si vous voulez poser la question, par exemple, à un agent comme ChatGPT, donc pour lui poser la question, eh bien, la question que vous allez lui poser, il faut savoir l'écrire. C'est-à-dire que ChatGPT, donc, pour lui poser une question, c'est ce qu'on appelle un prompt. Nous allons voir tout à l'heure que ce prompt-là, il doit respecter un certain nombre de critères qui vont permettre à l'agent de comprendre la problématique. Comme ça, il pourra vous donner la meilleure réponse possible. Donc, il y a le modèle interaction. Donc, la partie interaction, c'est là on va s'arrêter tout à l'heure sur la manière, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'ingénierie des prompts, c'est une discipline qui va montrer tout simplement comment concevoir et évaluer les prompts. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, donc, il y a la troisième dimension. La troisième dimension des agents, c'est l'organisation. Alors, l'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut exploiter l'intelligence artificielle distribuée. Donc, nous avons plusieurs agents. Ben, ces agents-là, ils vont communiquer, mais comment? Donc, ils vont communiquer, interagir selon une organisation. Et donc, dans des problèmes, on peut par exemple opter pour une organisation hiérarchique dans laquelle j'ai un agent. J'ai plusieurs agents qui peuvent communiquer, par exemple. J'ai agent A1, A2, A3, etc. Mais après, vous avez un autre agent, un agent central, qui fait que ces agents-là, ils vont faire des tâches, ils vont retourner des résultats vers l'agence centrale. Et après, l'agence centrale, il va collecter c'est-à-dire les réponses, et après, il va prendre les décisions. Donc, en fait, une organisation hiérarchique. C'est comme des entreprises. C'est qu'il y a toujours une hiérarchie. C'est que chacun, il y a des subordonnés qui fait qu'il va essayer on va dire, de les faire travailler en quelque sorte, de façon à ce que, c'est-à-dire à un moment donné, on remonte la connaissance. C'est qu'à un moment donné, on va concentrer la prise de décision sur un agent qui va prendre la décision finale. Et après, donc, on peut trouver une organisation pyramidale ou une organisation sous forme de matricielle. On peut trouver donc des organisations comme ça. Par exemple, j'ai un ensemble d'agents qui sont organisés sous forme matricielle. Et après, ces agents, ils peuvent communiquer comme ça, par exemple. Bon, chaque agent, il communique avec ses voisins à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc, maintenant, c'est l'architecture. Là, ça veut les problèmes.
Parfois, il y a des problèmes qui nécessitent d'aller vers une organisation hiérarchique, mais parfois, il y a des problèmes qui nécessitent d'aller vers des problèmes, par exemple, matriciels ou multidimensionnels, de 3 dimensions, etc. Donc, ça dépend des problèmes. Alors, donc ça, on va dire, les systèmes multi-agents, c'est quelque chose qui a tenté d'exploiter l'intelligence artificielle distribuée depuis très longtemps. C'est-à-dire, depuis longtemps, on faisait les systèmes multi-agents. Mais il se trouvait que les systèmes multi-agents, en fait, il y avait des frameworks qui étaient développés, notamment principalement dans Java, comme JAD. JAD, c'est un framework multi-agent qui permet de créer des systèmes multi-agents basés sur le langage Java. C'est très populaire, il était très, très utilisé à l'époque. Mais sauf que le problème, c'est qu'on a constaté, parce qu'en fait, dans les systèmes multi-agents, donc les systèmes multi-agents, il y a deux types d'agents. Il y a ce qu'on appelle les agents réactifs et les agents cognitifs. En fait, un agent réactif, c'est quoi? C'est un agent qui va réagir en fonction de la sollicitation. C'est-à-dire quoi? Vous créez un agent, quand vous lui envoyez une requête, il fait un traitement, il vous donne un résultat. Donc, c'est-à-dire, tant qu'il n'est pas sollicité, il ne fait rien. N'est-ce pas? Un agent réactif. Un agent réactif, c'est un agent qui va répondre aux sollicitations c'est-à-dire des requêtes. Et après, il y a un agent cognitif. Donc, un agent cognitif, c'est un agent qui, lui, en plus, il va recevoir des requêtes et il répond, mais en même temps, il a des caméras, il a des capteurs, il réagit avec l'environnement, il capte les informations, c'est-à-dire il développe lui-même sa propre intelligence, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle proactif, c'est-à-dire tout seul, sans qu'on lui demande, il peut par exemple prendre des décisions. On peut le programmer de façon à ce qu'il puisse, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, de surveiller le trafic réseau. Et quand, par exemple, il voit qu'il y a une attaque, il arrête, il fait des choses. C'est-à-dire, c'est un agent qui va fonctionner tout le temps et qui va surveiller, par exemple, plutôt donc une architecture où il va surveiller, il va faire la télésurveillance, etc. Mais en tout cas, ça peut être un robot que vous lâchez dans un atelier qui va essayer toujours donc ça, c'est ce qu'on appelle des agents cognitifs qui utilisent plutôt l'intelligence. Donc, sauf que le problème, c'est que l'intelligence artificielle, pour créer des agents cognitifs, il nous fallait des algorithmes d'intelligence artificielle plus développés. Et c'est ça le problème, c'est que l'intelligence artificielle a évolué, mais à un moment donné, on sentait que on n'a pas vraiment des algorithmes qui sont très puissants, qui nous permettent de créer des vrais agents. C'est-à-dire qu'ils sont capables, comme par exemple aujourd'hui, comme ChatGPT, qui est un agent qui est capable de répondre si vous voulez, quasiment à n'importe quel type de question. Alors, tout ce qu'on savait faire à l'époque, depuis longtemps, ce qu'on savait faire, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle faible? L'intelligence artificielle faible, c'est que le fait de créer un algorithme, vous prenez par exemple un algorithme de machine learning, vous prenez un dataset, et après vous allez entraîner cet algorithme-là à faire des prédictions sur un problème spécifique. Par exemple, vous voulez faire la prédiction d'une maladie, vous aurez besoin d'un dataset, vous allez entraîner le modèle. Une fois qu'il est entraîné, l'intelligence artificielle, quand vous lui donnez des informations sur le patient, il va vous dire est-ce qu'il est malade, c'est-à-dire est-ce qu'il va être probablement malade ou non, n'est-ce pas? L'algorithme, il ne peut faire des prédictions que pour le type de maladie pour lequel on l'a entraîné. Si on l'a entraîné pour faire des prédictions du diabète, le même algorithme, il est incapable de faire des prédictions, par exemple, une pathologie cardiaque ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? L'intelligence artificielle faible. Faible, ça veut dire quoi? J'entraîne un algorithme, une fois qu'il est entraîné dans un domaine spécifique, et cet agent-là, il ne peut donner des réponses que dans ce domaine spécifique. Si vous lui posez la question dans un autre domaine, il est incapable
de répondre. Hachidaba, c'est quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. Ben, mais pour créer des vrais agents, un agent, il a besoin de l'intelligence artificielle forte. Donc ça veut dire quoi l'intelligence artificielle forte? C'est-à-dire, il a besoin de résoudre des problèmes on va dire, qui sont plus complexes. C'est-à-dire, il doit, comme un agent comme ChatGPT aujourd'hui, qui est principalement un exemple dans lequel on va trouver ce qu'on appelle la partie de l'intelligence forte. L'intelligence artificielle forte, c'est que si vous lui posez une question dans un domaine X, il vous répond. Si vous lui posez une question dans un domaine Y, il va également vous répondre. C'est-à-dire, on va dire, c'est pas un agent qui est entraîné dans un domaine spécifique. Donc, globalement, c'est quelque chose sur lequel on va arriver. Donc les systèmes multi-agents, depuis des années, on a essayé de développer des systèmes multi-agents, des systèmes intelligents basés sur les systèmes multi-agents, mais on a trouvé que la majorité des applications qu'on créait avec les systèmes multi-agents, on n'utilisait que des agents réactifs. Mais ما كانش ديك la notion d'un agent cognitif. L'agent réactif, c'est que l'agent, il est entraîné pour faire des choses. Vous lui posez la question, il fait des prédictions, et après, il attend encore la sollicitation. Donc, ce qui fait que quand on trouve des applications basées sur des systèmes multi-agents et qui ne font que ça, qui ne font que de réagir, ben à la rigueur, on n'a pas besoin d'utiliser les systèmes multi-agents. Il suffit d'utiliser une approche microservice, par exemple. C'est largement suffisant pour résoudre ce genre de problème. Donc, ce qui fait que la notion des systèmes multi-agents tel qu'il a été imaginé au départ, il avait beaucoup de mal à trouver de la place au niveau industriel. C'est-à-dire, si vous regardez le nombre d'applications qui sont basées sur les systèmes multi-agents dans la réalité, depuis longtemps, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques applications, mais pourquoi? Tout simplement parce que on trouve qu'il y a des architectures qui se sont beaucoup développées, notamment les architectures microservices et d'autres architectures qu'on peut utiliser pour résoudre ces problèmes si vous voulez juste découper un problème en un ensemble de parties, chaque partie va se spécialiser dans un périmètre fonctionnel, bah à la rigueur, il y a des architectures comme les microservices, par exemple, qui sont aujourd'hui devenues très populaires et qui ont atteint une maturité qui est extraordinaire donc en termes de développement d'applications. Donc les systèmes multi-agents, donc ils sont restés, on va dire, à un moment donné, c'était quasiment... C'était comme ça, c'est-à-dire ils sont restés dans le domaine de la science, de la recherche, mais pour les utiliser dans la vraie vie, bon, on ne trouvait pas trop l'intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y avait pas des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de faciliter ce concept-là. Mais les choses ont changé depuis maintenant ces dernières années, grâce à des résultats que vous voyez comme par exemple ChatGPT. Donc aujourd'hui, tout simplement, les systèmes multi-agents, c'est comme si vous dites, c'est l'avenir. C'est-à-dire, les systèmes multi-agents, c'est un concept qui va encore ressurgir et qui va venir profiter de ce qui a été déjà fait auparavant, mais en même temps de profiter des résultats actuels. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, un agent, les systèmes multi-agents, on peut dire qu'un agent, c'est quoi? Un agent, tout simplement, c'est une application qui va exploiter derrière ce qu'on appelle un LLM. LLM, c'est Large Language Model. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est plus à nous de développer les algorithmes de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, elle est déjà développée. Il suffit d'envoyer une requête vers ChatGPT, vous lui posez la question, il va vous donner la réponse. Donc, ce qui fait... Maintenant, la manière avec laquelle on va créer maintenant les systèmes multi-agents, c'est un agent, c'est une application, c'est une entité qui va forcément communiquer avec ce qu'on appelle un Large Language Model. Et bien forcément, donc pour que mon application, pour que mon microservice ou bien pour que mon application mobile ou bien mon application embarquée, ça dépend de l'application que vous voulez, pour qu'il puisse communiquer avec, par exemple, ChatGPT, on a besoin de faire du prompt engineering. Donc, nous aurons besoin de savoir comment
envoyer, comment envoyer le prompt, comment concevoir ce prompt. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc, je viens de parler de quoi? Je viens de parler d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence artificielle distribuée? J'ai parlé du concept des systèmes multi-agents et j'ai dit que les systèmes multi-agents, voilà comment ça a été, mais ça n'a pas très bien décollé. Mais aujourd'hui, donc, ils vont profiter donc de cette évolution qui s'appelle, on va dire, qui est l'IA générative notamment, pour donner naissance à de nouveaux frameworks. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir. Il y a des frameworks, il y a une nouvelle génération de frameworks comme Crow AI, qui permet de créer ce qu'on appelle des applications basées sur AI agents, c'est-à-dire que créer des applications basées sur des agents. Alors forcément, vous aurez l'occasion de voir comment utiliser donc cette nouvelle génération de frameworks pour pouvoir développer facilement, vraiment facilement, des applications basées sur l'intelligence artificielle distribuée. Alors maintenant, je reviens à cette partie-là de l'intelligence artificielle pour rappeler des choses qui sont très importantes. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, je disais que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline dans laquelle il y a une partie qu'on appelle l'IA symbolique. Donc ça, je ne vais pas en parler, ce n'est pas vraiment le plus important, mais il y a le reste. Donc on peut dire que le reste de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est la plus importante, la partie la plus importante, c'est machine learning. Alors maintenant, dans le domaine du machine learning, il faut savoir une chose, c'est que dans l'apprentissage automatique, il y a deux façons, il y a deux techniques pour faire l'apprentissage. Il y a deux techniques pour entraîner les modèles. Donc on peut entraîner les modèles par les données ou bien par l'expérience. Donc il y a deux types d'algorithmes. Entraîner des modèles par des datasets. Donc il me faut un ensemble de données, un dataset que je vais utiliser pour entraîner un algorithme. Une fois que j'ai entraîné l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? Il va apprendre à partir du dataset, il va apprendre la relation qui existe entre les entrées et les sorties. Et après, par la suite, quand vous lui donnez une donnée, il va faire une prédiction. Donc, c'est des algorithmes qui sont pilotés par ce qu'on appelle les données. Et puis, il y a l'entraînement par l'expérience. Et dans l'entraînement par l'expérience, c'est là on va trouver ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Alors, je vais en parler tout à l'heure, mais avant ça, donc, je m'arrête d'abord sur la partie comment entraîner les données comment entraîner les modèles basés sur les données. Alors, dans l'apprentissage automatique par les données, donc vous avez en quelque sorte trois types. Alors sûrement vous avez déjà parlé de ça. Donc il y a d'abord l'apprentissage supervisé, il y a l'apprentissage non supervisé et ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Donc c'est trois types d'apprentissage. D'abord pour l'apprentissage supervisé, c'est quoi? Donc je rappelle. Donc l'apprentissage supervisé, supervised learning, donc c'est une technique qui consiste à entraîner des modèles basés sur un dataset qui est ce qu'on appelle étiqueté. C'est-à-dire vous avez un dataset pour lequel vous connaissez les entrées et les sorties. Par exemple, vous voulez faire une prédiction d'une maladie du diabète. Vous voulez dire, est-ce que ce patient-là, quelle probabilité qu'il a pour être diabétique? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il vous faut un dataset. Donc, le dataset, c'est qui va le donner? C'est les médecins, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est les experts. Parce que le médecin, il a vu des milliers de patients qui sont venus chez lui. J'ai un patient, je relève son âge, son poids, ses antécédents familiales, etc. Je relève un ensemble de caractéristiques. Et après, il va faire des analyses. Et après, je vais trouver que, par exemple, il est diabétique. Donc, je vais noter comme quoi le output, ce patient-là, il est diabète. Le patient, voilà les caractéristiques, il n'est pas diabétique. Ce patient, il est diabétique. Donc, si vous avez un ensemble de données, beaucoup de données, pour lesquelles vous avez les entrées et la sortie, c'est ce qu'on appelle les données étiquetées. Étiqueté avec le terme étiqueté, ça veut dire quoi? C'est chaque individu
vous avez ce qu'on appelle output. Vous savez, par exemple, dans notre cas, le output, c'est quoi? Wesh diabétique ou bien non, ou bien non, si vous voulez. Donc, si vous avez des données qui sont structurées comme ça et étiquetées, eh bien, il faut savoir qu'il existe beaucoup d'algorithmes qui ont été développés pour faire ce qu'on appelle du machine learning. Et dans ces algorithmes, vous allez trouver donc des problèmes de régression, notamment, vous trouvez des problèmes, plutôt des algorithmes de régression logistique. Vous trouverez des algorithmes de classification. Donc, déjà dans le domaine du machine learning, forcément, les trois choses. Donc, déjà, quand vous dites un problème de régression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régression, c'est que quand vous voulez prédire, faire la prédiction d'une valeur qui est continue, d'un output qui est continu. Ça veut dire quoi? Je vous donne par exemple, vous voulez prédire le prix des appartements. Donc vous voulez par exemple, vous lui donnez les informations, vous lui dites l'appartement, je fait une pièce, je fait dans quel quartier, et après l'algorithme il va vous dire l'appartement il va coûter à peu près par exemple 1 million de dirhams. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez prédire, c'est un problème de régression. Régression, vous allez prédire une valeur, un prix. Et un prix, ça peut varier c'est-à-dire c'est des valeurs continues. Ça peut être par exemple, de 100 000 dirhams jusqu'à, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire c'est une valeur continue. Donc, quand vous avez des problèmes pour lesquels vous allez prédire une valeur, et bien tout simplement, on parle de ce qu'on appelle les algorithmes de régression. Après, la régression logistique, c'est quand vous voulez prédire souvent, par exemple, une sortie qui est binaire, wesh vrai ou bien faux. Par exemple, si je veux prédire wesh le patient, est-ce qu'il est atteint de la maladie du diabète ou non. Donc, la sortie, ce n'est pas une valeur, mais ça peut être soit vrai ou bien faux. Donc, c'est ce qu'on appelle la régression logistique. Logistique, c'est dans ce genre de choses. Et après, il y a des problèmes il y a des algorithmes de classification. Et bien tout simplement de classification, quand vous par exemple vous dites, vous lui donnez par exemple un individu et après vous lui donnez une photo et après il va vous dire de la photo, est-ce qu'il s'agit d'un chien ou bien d'un chat ou bien de tel type d'animal. Donc vous lui donnez des informations et à la fin il vous dit que cet objet-là, il appartient à quelle classe. Donc ça c'est des problèmes de classification et dans les problèmes de classification, vous allez trouver beaucoup d'algorithmes également qui font ça. Alors, l'objectif de ce cours, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais tous ces algorithmes-là de régression logistique, tout ce qui est la classification, tout ça, ça rentre dans l'apprentissage. Quel type d'apprentissage? C'est supervisé. Donc l'apprentissage supervisé, c'est quand on a les données qui sont étiquetées. Donc on connaît les entrées et les sorties. Alors forcément, vous allez trouver des algorithmes comme Random Forest, comme SVM, etc., etc. Donc vous avez plein d'algorithmes. Donc généralement, l'apprentissage supervisé, dans l'apprentissage supervisé, généralement, si vous avez un problème pour lequel vous avez le nombre d'entrées que vous donnez au modèle n'est pas très important. Le cas de prédire le patient va être malade ou non. Vous lui donnez l'input quoi? Vous lui donnez l'âge, vous lui donnez le poids, vous lui donnez est-ce qu'il est fumeur ou pas, est-ce qu'il a des antécédents familiaux, le diabète. Donc, vous lui donnez combien d'input? C'est-à-dire les variables que vous donnez l'input? 4. Alors, quand le nombre d'entrées n'est pas très important, tout simplement, il existe beaucoup d'algorithmes que vous pouvez utiliser, comme je disais, comme SVM, comme Random Forest, comme la régression logistique, etc., avec lesquels qui peuvent vous donner de très bonnes informations, plutôt de très bonnes prédictions. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'algorithmes. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Souvent, dans la majorité des cas, la majorité des algorithmes sont très performants à condition
c'est pas le problème de l'algorithme, c'est le dataset. Si vous avez un dataset qui est bien fait, et bien tout simplement, le reste, c'est très simple. Donc on peut prendre n'importe quel algorithme, il va vous donner de bons résultats. Après, mais par contre, si quand vous avez le nombre d'entrées, le nombre d'inputs, le nombre d'entrées devient très important. Quand vous avez le nombre d'entrées devient très important, comme par exemple le cas où vous donnez une image. Quand vous donnez une photo à un modèle d'intelligence artificielle, et vous voulez faire la prédiction, est-ce qu'il s'agit d'un chien ou bien d'un chat, ben, il ne faut pas oublier qu'une photo, c'est quoi? Une photo, il y a des millions de pixels. Donc, quand vous donnez une photo à un algorithme d'intelligence artificielle, donc le nombre de variables que vous donnez l'input, c'est des pixels. Ben, et du coup, donc, vous allez donner des millions de pixels en entrée, et à la sortie, vous voulez qu'il vous dise est-ce que c'est un chien ou bien c'est un chat. Alors, quand vous avez beaucoup d'entrées, notamment beaucoup d'inputs, beaucoup d'inputs l'entrée, et bien, beaucoup de variables, si vous voulez, l'entrée, alors dans ce cas-là, les algorithmes classiques ne peuvent pas donner de très bons résultats. Donc, c'est là on a besoin de faire ce qu'on appelle le deep learning. Donc, vous voyez donc dans la partie machine learning, vous avez une partie qui s'appelle deep learning. Alors, en fait, deep learning, en fait, c'est tout simplement fait appel à un type d'algorithme particulier qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc vous voyez donc les réseaux de neurones artificiels, c'est l'un des algorithmes qu'on peut utiliser pour faire l'apprentissage supervisé. Ce n'est pas le seul. Les réseaux de neurones, c'est l'un des algorithmes qu'on peut utiliser pour faire l'apprentissage supervisé. Mais il se trouve quand, par exemple, vous avez des problèmes là, on va donner beaucoup de texte, ou bien beaucoup d'images, des images en entrée, et ben dans ce cas-là, c'est-à-dire les réseaux de neurones quasiment s'imposent. Ces algorithmes-là vont permettre de faire ce qu'on appelle du deep learning avec des algorithmes que vous allez utiliser comme par exemple dans le domaine de computer vision, vous avez des modèles comme CNN. Donc déjà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des réseaux de neurones, mais parce que c'est des choses que vous allez faire dans vos cours. RNN, notamment pour tout ce qui est les problèmes là où il y a le temps, les séquences temporelles, LSTM, GRIO, bref. Donc, le domaine du deep learning, il existe plusieurs modèles. Et donc, dans le domaine, par exemple, de NLP, Natural Language Processing, donc on utilise du deep learning. Donc, vous voyez donc le deep learning, donc c'est une partie de machine learning et dans lequel on s'intéresse particulièrement, dans la majorité des cas, on utilise les réseaux de neurones artificiels. Donc les réseaux de neurones artificiels, c'est ce qui va être très utile pour ce genre de problème. Bien sûr, sans rentrer dans les détails, mais c'est juste des informations que vous devrez garder. Donc, ça c'est de l'apprentissage supervisé. Alors après, donc, il y a l'apprentissage non supervisé. Alors l'apprentissage non supervisé, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez, c'est le fait d'entraîner des modèles à partir des données non étiquetées. Donc c'est-à-dire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle du clustering. C'est comme si je vous dis, par exemple, vous avez un ensemble d'individus et vous allez les classer en 3 classes, en 2 classes par exemple, ou 3 classes. Par exemple, les plus jeunes, les moins jeunes et après les vieux, n'est-ce pas? Donc, il y a des algorithmes comme Camins, donc forcément vous avez déjà vu à peu près ça. Il y a des algorithmes, ce qu'on appelle de clustering, qui fait que vous lui donnez un ensemble de données qui ne sont pas étiquetées. Et ces algorithmes sont capables de fouiller dans les données pour créer des groupes, pour faire ce qu'on appelle des clustering. Donc, avec ces algorithmes, le plus populaire, c'est Camins, alors que vous pouvez utiliser pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. N'est-ce pas? Alors, je me rappelle, moi personnellement, quand j'étais, ça peut vous arriver, quoi. Vous savez, quand j'étais enfant, je me rappelle bien que quand on collecte les dates, donc quand les parents collectent les dates, eh ben, on appelle les petits-enfants, on leur demandait de faire ce qu'on appelle l'opération de clustering. On vous dit, donc les dates qui sont bien cuites, on va les placer là, les moins cuites, on va les mettre là,
les dates qu'on devrait rejeter, qui sont atteintes d'une maladie, on va les rejeter. Donc vous allez fouiller dans les données. À la fin, le résultat. Le résultat, c'est que vous allez créer, à partir de ces données, vous allez créer 4 classes ou bien 3 classes. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc il existe des algorithmes, et dans l'intelligence artificielle, parfois on a besoin d'utiliser des algorithmes d'apprentissage non supervisé. Et puis donc le troisième, toujours dans le domaine de l'apprentissage par les données, il y a l'apprentissage auto-supervisé. C'est ce qu'on appelle self-supervised learning. Donc dans l'apprentissage auto-supervisé, il est très utile dans le domaine notamment de NLP, Natural Language Processing. C'est le fait de prendre du texte non étiqueté. Par exemple, vous avez un texte, prenez beaucoup de texte, n'importe quel texte vous le prenez, vous le donnez à l'algorithme. Cet algorithme-là, donc je dois charger. Alors donc l'apprentissage autosupervisé, c'est quelque chose de très important dans le domaine du machine, plutôt de NLP. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais l'idée c'est quoi? C'est de prendre un texte non structuré, généralement c'est du texte non structuré, on va le donner à l'algorithme. L'algorithme, il va utiliser ce qu'on appelle les encodeurs. Donc ce texte-là, on va voir, il devient des vecteurs. Et ce texte-là, grâce à une étape qui s'appelle text embedding, donc ce texte devient des vecteurs. Et après ce texte-là, on va l'encoder grâce à des algorithmes notamment basés sur les réseaux de neurones. Et puis, donc, on donne le texte non étiqueté. Beaucoup de texte, il va l'encoder. Comme ça, il va extraire, on va dire, la sémantique ou bien le sens de le texte. Et après, par la suite, une fois qu'on a entraîné le modèle, et bien tout simplement, on va donc le modèle utilise ce qu'on appelle les décodeurs, les encodeurs et les décoders. Donc ce qui fait que quand l'algorithme, quand vous lui donnez un texte, et bien la sortie, il fait la prédiction de la suite. C'est comme si vous dites par exemple bonjour. Quand vous écrivez un email, vous écrivez bonjour et après il vous propose bonjour monsieur tel, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est l'autocomplétion. Vous donnez un texte et après l'algorithme fait la sortie, qu'est-ce qu'il vous prédit? Il vous prédit le texte suivant, le plus probable que vous allez choisir. Donc forcément, c'est ce qui est très utile, notamment dans les LLM dont on va parler. Donc quand vous faites ce genre d'apprentissage, il ne s'agit pas de l'apprentissage supervisé parce que le texte n'est pas étiqueté. Il ne s'agit pas de l'apprentissage non supervisé parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de clustering. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Donc, par exemple, ChatGPT, il est entraîné dans la base en utilisant, bien sûr, toutes les techniques, mais la partie la plus importante, c'est cette partie apprentissage plutôt auto-supervisé ou bien self-supervised learning. Donc, je reviens à là. Donc, nous avons dit qu'il existe deux façons pour entraîner les modèles. Il y a apprendre par les données, par l'expérience. Donc, apprendre par les données. Donc, vous avez quoi? Trois types d'algorithmes. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage auto-supervisé. Et quand bien même bien. Oui. Alors, et après, le deuxième maintenant, c'est quoi? C'est apprendre par l'expérience. Donc, un être humain, il y a deux façons pour apprendre. Un enfant, il y a deux façons pour apprendre. C'est la première façon. L'enfant qui dit si tu as ça, tu dois faire ça. Si tu as ça, tu dois faire ça. Si tu as ça, tu dois. Donc, il est en train d'apprendre à travers les données, n'est-ce pas? Donc, la deuxième façon d'apprendre, c'est l'apprendre par l'expérience. C'est l'apprentissage par l'expérience. L'apprentissage par l'expérience voit le fait qu'avec l'enfant, il va tâtonner. Au départ, il ne sait rien faire, mais il va se mettre debout, il va courir. Quand il va partir de là à là, il va trouver, donc il va tomber. Et quand il tombe, il va se faire mal. Et quand il va se faire mal, il va apprendre comme quoi l'expérience, ça lui a donné une récompense négative. Il va se remettre debout, il va encore essayer.
il va faire une autre bêtise, il va se faire mal. Donc, il va essayer de faire beaucoup de tentatives par l'expérience. Vous essayez de faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez apprendre. Donc, c'est comme si vous donnez une personne qui ne voit pas, aveugle. Une personne aveugle, vous savez, vous la positionnez sur la partie un immeuble et vous lui demandez de pointer la sortie. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, regardez, il va faire ça. Et bien, en fait, la personne, il va tâtonner au départ. Il va essayer donc d'avancer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il va essayer de faire beaucoup d'efforts pour trouver la porte de la pièce. Une fois qu'il va trouver il va essayer encore jusqu'à ce qu'il trouve. C'est comme si vous êtes dans un labyrinthe. Il va essayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il trouve la sortie de l'immeuble. Une fois qu'il va trouver la sortie de l'immeuble, on va encore le remettre dans une autre partie de l'immeuble. On va lui dire, va essayer maintenant de sortir. Il va reprendre. Il va essayer jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Donc, il va essayer des centaines et des milliers de fois. Et quand il va essayer ça plusieurs fois, c'est l'exploration. L'exploration, c'est-à-dire que vous êtes en train d'explorer. Juste, vous explorez l'environnement de façon à ce que vous puissiez trouver le chemin optimal. Une fois que vous avez fait ça des milliers de fois, avec la personne qui est aveugle, qui ne voit pas, eh ben, une fois qu'il a fait ça, il a appris. Il a appris par quoi? Par l'expérience. Et quand il a appris par l'expérience, ben vous le positionnez dans n'importe quelle position de l'immeuble, le même immeuble, il ne va pas prendre beaucoup de temps pour trouver la sortie. Ben, il va rapidement, il va trouver la sortie optimale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a appris via le principe de l'expérience. Et bien tout simplement, l'apprentissage par renforcement. Donc, quand on apprend par l'expérience, on fait ce qu'on appelle de reinforcement learning. Donc, l'idée principale, c'est que vous avez un agent, il va agir sur l'environnement, Au l'environnement, il va donner ce qu'on appelle une récompense, reward. On va dire que la récompense peut être soit positive ou bien négative. Et en fonction de la récompense, eh ben, l'agent, il va changer d'état. Il va passer d'un état vers un autre état. Et après, il va réessayer. Il a une récompense et à chaque fois qu'il va agir, il reçoit une récompense, son état va changer. Et bien tout simplement, avec ce système-là, ben, on fait ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et donc, parmi les algorithmes d'apprentissage par renforcement qui sont très utiles dans les applications de l'intelligence artificielle, donc on peut citer par exemple les algorithmes comme Q-Learning, c'est très connu, ou bien PPO, Proximal Policy Optimization. Par exemple, ChatGPT, lui, à un moment donné, il utilise l'algorithme PPO. Donc, c'est des modèles de ce qu'on appelle d'apprentissage par renforcement. On n'apprend pas via les données. Ici, il n'y a pas de dataset. Quand on a de l'algorithme, on le fait tourner dans un environnement. Il va tourner plusieurs fois. Il va faire l'exploration jusqu'à ce qu'il explore l'environnement. Une fois qu'il a exploré beaucoup l'environnement, à un moment donné, il va passer vers ce qu'on appelle l'exploitation. L'exploitation, c'est que quand vous le positionnez, il va prendre quand vous le positionnez dans un endroit, il va prendre on va dire l'action, la décision optimale. Donc, les êtres humains. Alors, les êtres humains, c'est comme ça qu'on fait. Soit on apprend par les données, soit par l'expérience. Donc, l'intelligence artificielle, vous avez l'apprentissage par les données et vous avez l'apprentissage par l'expérience. Alors, donc, l'apprentissage par l'expérience, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'intelligence artificielle ne peut émerger que si on donne un corps à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la vraie intelligence artificielle, il faut lui donner un corps, un être humain. Parce qu'un agent, en fait, il y a deux parties de l'agent. Qu'est-ce qu'on appelle mind, c'est le cerveau, plus body, c'est le corps. Donc, le cerveau c'est quoi? Pour le cerveau, donc, vous pouvez utiliser l'apprentissage par les données, n'est-ce pas?
Si vous avez des algorithmes qui apprennent à faire des choses, mais le corps, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Ben, le corps, il vous permet de vous déplacer pour explorer, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que la même chose pour les applications de l'intelligence artificielle, on a besoin du cerveau et on a besoin du corps. Et si vous voulez donner un corps à l'intelligence artificielle, eh ben, vous aurez besoin d'utiliser les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage par renforcement, le fait de doter une intelligence artificielle par un algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est l'embodiment. Donc, embodiment, c'est-à-dire le fait de donner un corps à l'intelligence artificielle. Alors, le corps, ce n'est pas forcément physique. Quand il s'agit d'un robot, un robot, on va lui donner les bras, etc., quelque chose avec lequel il se déplace. Mais, par exemple, pour une voiture autonome, vous savez que la voiture autonome, c'est-à-dire qu'on peut conduire sans conducteur, si vous voulez, qui se conduit toute seule, ça existe. Il va tout simplement, elle est pilotée par quoi? Elle est pilotée par des algorithmes. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, je n'ai l'apprentissage supervisé parce que la voiture a des caméras. Donc, il a besoin des caméras avec lesquelles il va extraire, il va faire ce qu'on appelle l'abstraction de l'état. Il va détecter, il va regarder l'environnement. Est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il n'y a pas, etc. Donc là, on utilise généralement des algorithmes de deep learning. Mais, l'algorithme qui va décider on va tourner à gauche, ou bien à droite, ou bien on va freiner, ou bien on va faire ça. Eh ben, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc, il y a l'algorithme qui permet de piloter la voiture. C'est lui, en fonction de l'état de la voiture, il va prendre l'action optimale. Il va prendre l'action optimale et quand il prend l'action optimale, il reçoit une récompense et après, ça lui permet donc d'aller pour trouver, par exemple, prendre la décision, la décision optimale. Donc, vous allez entendre parler de l'intelligence artificielle de ce qu'on appelle des modèles de Deep Reinforcement Learning. Deep Reinforcement Learning. Alors, Deep Reinforcement Learning, ça veut dire quoi? On va associer le Deep Learning avec Reinforcement Learning. Il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus comme ça. Donc, alors, sans rentrer dans les détails, c'est quoi PPO, c'est quoi Key Learning, tout ça, c'est quelque chose qu'il y a des cours sur lesquels vous allez travailler ça. Mais maintenant, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est ça. C'est que dans le domaine des algorithmes d'apprentissage, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il existe deux façons pour entraîner les modèles. On peut entraîner les modèles par les données ou bien par l'expérience. Par les données, vous avez l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage auto-supervisé. Et pour entraîner les modèles avec l'expérience, eh bien, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle Reinforcement Learning, qui est basé justement sur le principe de l'exploration et l'exploitation. Donc ça résume globalement ce qu'il faudrait retenir. Alors maintenant, vous voyez dans Deep Learning, Deep Learning, c'est une partie de Machine Learning. OK? Deep Learning, c'est une partie de Machine Learning dans laquelle, forcément, on utilise les réseaux de neurones. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, dans Deep Learning, il y a une autre partie de Deep Learning qui est ce qu'on appelle l'IA générative. Donc vous voyez, l'IA générative, c'est une partie de Deep Learning. C'est ce que nous allons voir. C'est tout simplement une intelligence artificielle qui est capable de générer les données, d'inventer des nouvelles données. Donc c'est ce qu'on va voir. Et dans l'IA générative, vous allez trouver ce qu'on appelle les LLMs, Large Language Models. Les LLMs, c'est tout simplement des modèles de langage, comme par exemple ChatGPT. Vous voyez, donc ChatGPT, c'est un bon exemple. Mais ChatGPT n'est pas le seul. Vous allez voir, il existe beaucoup de modèles qu'on peut exploiter pour plutôt générer du texte principalement. On peut générer des images, on peut générer de la musique, on peut générer beaucoup de choses. En tout cas, ça c'est ce que nous allons voir. Donc notre cours, le cours que nous allons faire, ça concerne quoi? Ça concerne l'IA générative.
Et particulièrement, on va s'intéresser dans l'IA générative, on va voir comment exploiter les Large Language Models. Et vous voyez donc LLM, vous voyez c'est un petit point qui fait partie de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Mais il se trouve que avec le petit point, ou le concentré de tout ce que l'intelligence artificielle a produit depuis des années. C'est-à-dire tous les résultats de la recherche depuis des années dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc le concentré, vraiment, bah, c'est ici. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, elle est liée à l'exploitation de LLMs. Donc voilà, donc la raison pour laquelle j'ai essayé de passer beaucoup de temps sur ce slide pour vous expliquer le contexte. Et c'est très important. Le slide peut-être pour il y en a parmi vous ceux qui ont déjà ce bagage, mais il y en a ceux qui l'ont pas. Mais ce slide-là, vous allez le réécouter, comme ça vous donne une idée sur généralement comment en fait structurer vos informations concernant l'intelligence artificielle. Donc juste avant de prendre la pause, parce que donc vous avez d'abord c'est quoi l'IA générative? Alors l'IA générative, c'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de générer des nouvelles données, comme les images, comme le texte, comme la musique, etc. On génère des nouvelles données à partir d'un ensemble de données utilisées pendant l'entraînement. C'est-à-dire, on va prendre un modèle, on va l'entraîner avec beaucoup de données, mais une fois qu'il a appris à partir de ces données, comme par exemple le texte, les images, etc., à un moment donné, on va lui demander donne-moi un chat, il va générer un chat. Mais ce chat-là n'existe pas, il l'invente. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et donc, parmi on va dire, dans l'état de l'art. Donc l'IA générative a commencé depuis 2014 par des modèles qu'on appelle les GANs. Donc c'est très connu dans le domaine de la génération des images. Les premiers modèles qui sont basés sur Deep Learning et qui sont capables d'inventer les données, de générer les données, c'est ce qu'on appelle les GANs. Alors les GANs, ça veut dire Generative Adversarial Networks. Alors il y a un site qui s'appelle This person does not exist. Ça c'est un exemple. Donc le site donc si vous actualisez, vous voyez donc il vous génère, ça c'est les GANs derrière, c'est du modèle. Donc à chaque fois que vous actualisez, il vous génère une photo. Mais ces photos que vous voyez là, c'est des images qui sont générées par l'intelligence artificielle. C'est des images qui n'existent pas. Bon, aléatoirement, il invente des photos. Alors ça c'est en fait un exemple d'application qui utilise les GANs pour générer donc les images. Mais il y a quelque chose que vous devrez savoir, c'est que dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui s'est passé en 2017. Donc 2017, bon, il y a un ensemble d'auteurs chez Google qui ont publié un article qui s'appelle « Attention is all you need ». Attention is all you need. Dans lequel ils vont démontrer qu'avec ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, le type d'algorithme, avec le mécanisme d'attention, on est capable d'extraire des connaissances à partir des données non structurées. À partir du texte, à partir des images, on peut extraire beaucoup de connaissances qu'on peut utiliser pour faire des prédictions, pour faire l'apprentissage auto-supervisé, pour générer de nouvelles données. Eh bien, grâce à ce mécanisme d'attention, donc d'ailleurs l'article, je l'ai mis ici, donc l'article qui a été publié en 2017. Bon, les auteurs, si vous voyez donc la majorité des auteurs, ils sont chez Google. Ils étaient chez Google. Et donc, ils ont introduit quelque chose qui s'appelle des algorithmes qu'on appelle les transformers. Donc, le terme, les transformers, il est né grâce à ce mécanisme d'attention. Et c'est grâce à ces algorithmes qu'on appelle les transformers, ou bien les transformers, que tout ce que vous voyez maintenant de ChatGPT a été créé.
Donc, c'est-à-dire que ChatGPT ne serait jamais créé si cet article-là n'a pas été publié. Donc, c'est grâce à cet article qu'on a quelque chose qui s'appelle les transformers. Et c'est grâce à ce mécanisme des transformers qu'on a vu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de nouveaux algorithmes qui sont capables d'apprendre beaucoup de patterns à partir des données non structurées et en utilisant toujours le mécanisme des encodeurs et les décodeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien, forcément, à partir de 2017, les choses vont s'accélérer. Donc, 2018, il y a Google qui a créé son propre modèle des transformers qui s'appelle BERT. Alors, Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Donc, ça, c'est Google qui a créé. Donc, BERT, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup pour l'intelligence artificielle, notamment qui est basé sur les transformers. Et puis, il y a OpenAI. OpenAI a utilisé donc le modèle. C'est pour créer son modèle qui s'appelle GPT, Generative Pre-trained Transformers. Donc, vous avez deux modèles. Il y a un chez Google, il y a un modèle d'intelligence artificielle chez OpenAI. Les modèles, vous pouvez les télécharger, les utiliser pour entraîner, si vous voulez, créer vos propres modèles, si vous voulez. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses maintenant, après, à partir de ces modèles, on voit que les choses se sont accélérées. Déjà en 2019, donc, les GANs ont essayé d'améliorer leur modèle, notamment avec ce qu'on appelle Style GANs. Donc en 2020, donc, c'est GPT-3, donc c'est le premier LLM. Donc ça a surpris tout le monde parce que en 2020, GPT-3, le premier LLM, il commence à donner des résultats qui sont extraordinaires. Et tout le monde était étonné, y compris OpenAI. Donc, vous voyez donc, c'est Google qui a publié l'article. Mais qu'est-ce qui en a profité le plus, c'est OpenAI. Donc, il a jeté avec les auteurs qui ont publié avec l'article. Il y en a ceux qui sont partis chez OpenAI, il y en a ceux qui sont partis chez Facebook, etc. Donc, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, donc 2021, on va utiliser les transformers pour générer les images. Donc, on va utiliser des modèles qu'on appelle les Vision Transformers. Donc, les Vision Transformers, c'est des modèles qui utilisent donc les transformers pour générer les images. Donc, ce qui a abouti à des modèles comme Clip, Daily qui génèrent les images, de OpenAI. Donc, tout ça, c'est des modèles qui sont créés. 2022, donc vous avez ChatGPT 3.5 pour générer le texte, Daily donc pour la génération des images. 2023, donc les choses s'accélèrent avec GPT-4, GPT-4 Turbo et plus récemment GPT-4o. Et aujourd'hui, donc GPT-4o, c'est le LLM le plus puissant. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, vous aurez besoin de le tester pour voir vous-même et le comparer aux autres. Pourquoi il est GPT-4o? Avec O, c'est Omni. Ça veut dire Omni. Ça veut dire quoi? Parce qu'il se trouvait que GPT-4, il est très puissant. Mais sauf que GPT-4, si vous voulez lui parler, si vous voulez par exemple créer des applications, vous voulez créer des assistants. C'est-à-dire vous voulez parler au modèle et le modèle, vous voulez qu'il vous réponde en parlant. Et bien avec GPT-4, lui, il n'est pas entraîné avec l'audio. Il est entraîné avec du texte. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez parler, si vous voulez dialoguer avec GPT-4, il faudrait passer par un modèle de transcription. C'est-à-dire, dans votre application, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais parler, je vais utiliser un modèle qui fait ce qu'on appelle texte, plutôt speech to text. Donc, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de modèles comme ça. Speech to text, c'est que vous lui donnez de la voix, il va vous générer à la sortie quoi du texte. Donc vous voyez, donc je passe via un modèle speech to text, où avec le texte, vous allez le GPT-4, il va me donner la réponse. Une fois qu'il me donne la réponse, c'est du texte. Après, j'ai besoin de faire l'opération inverse. L'opération inverse, c'est-à-dire text to speech. Donc avec GPT-4, c'est comme ça qu'on faisait les applications. Mais sauf qu'avec la transcription texte
speech to text et text to speech, ça prend un peu de temps. Donc ça crée de la latence. Donc ce qui fait que OpenAI a décidé de créer carrément, de réentraîner son modèle GPT-4 from scratch si vous voulez, et pour l'entraîner directement avec le texte, avec l'audio, avec les images, etc. Donc c'est-à-dire le texte, l'audio, avec c'est-à-dire qu'il est entraîné en natif avec l'audio. Ça veut dire que avec GPT-4o, quand vous parlez, eh bien, vous n'aurez plus besoin de passer via text to speech, speech to text. Ben, quand vous parlez, eh bien, tout simplement, les données arrivent directement vers GPT-4o. Il vous répond avec l'audio. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce travail-là. Donc, c'est pour cela que, en attendant GPT-5, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est le modèle apparemment le plus puissant. Donc, ça, c'est OpenAI. Alors, Google, donc, il a créé son LLM que vous connaissez, Gemini, donc aussi qui est très intéressant. Mais après, il y a l'open source. Alors, Facebook a décidé de rendre son modèle LLM open source. Ça s'appelle Llama. Donc, ce qui fait que si vous allez vers un site qui s'appelle Hugging Face, donc vous allez le voir, vous allez trouver des millions de modèles LLM qui sont open source. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler avec ChatGPT dans vos applications, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vos applications. Quand vous pouvez télécharger des LLM open source, vous les démarrez dans votre machine et après, par la suite, vous pouvez leur poser des questions exactement comme vous le faites avec ChatGPT. Donc, ce qui fait que il y a des entreprises qui ont besoin d'utiliser des open source. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des applications, il y a des entreprises qui vont vous dire « Non, moi, je veux créer mon application, mais je ne veux pas que les données sortent à l'extérieur. Donc, j'ai besoin de garder tout en local. Donc, ce qui fait que parfois, on a besoin d'utiliser des LLM comme Llama 3. Et donc, voilà. Donc, pour la génération des images, il y a Stable Diffusion, Midjourney, Daily. Donc, c'est des modèles qui génèrent les images. Donc, juste un dernier point, c'est que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle l'âge d'or de l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a trois choses. D'abord, c'est la puissance des modèles. C'est principalement grâce à ça, grâce aux transformers, grâce aux modèles comme GPT-BERT, grâce aux transformers, nous avons maintenant des modèles qui sont très puissants et qui sont capables de faire des prédictions qui sont très intéressantes. Donc, il y a des modèles, donc ça, j'en ai parlé. Et après, il y a les données. C'est l'abondance des données, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de données. On peut facilement trouver flux web, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de données. Mais il faut noter une chose qui est très importante. Ce qui, depuis très longtemps, l'intelligence artificielle, on exploitait les données structurées. C'est-à-dire que quand on fait de l'intelligence artificielle, on a besoin d'un dataset, les données structurées. Mais il faut savoir une chose, c'est que la bonne partie des données qui sont disponibles, c'est des données non structurées. Vous avez des fichiers audio, vous avez des fichiers PDF, vous avez voyez donc les réseaux sociaux, les données qui circulent, la bonne partie des données, c'est des données non structurées. C'est qu'avant 2017, avant 2017, on ne savait pas comment tirer profit au maximum des données non structurées. À partir de 2017, grâce aux transformers, on peut également, à partir des données non structurées, on peut entraîner des modèles qui sont capables de faire des prédictions qui sont extraordinaires. Et ça, c'est un changement. Et puis, la troisième composante, le hardware. Parce que l'intelligence artificielle, le problème, c'est quoi? C'est qu'il utilise des modèles qui ont besoin de faire beaucoup de calculs. Et pour faire beaucoup de calculs, et la majorité des algorithmes, comme les réseaux de neurones, on fait ce qu'on appelle, ils sont basés sur ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. C'est-à-dire, c'est des calculs matriciels. À chaque fois que vous avez un algorithme de deep learning,
Parce que si vous regardez comment il fonctionne, c'est juste le calcul des matrices, les produits de matrices, les multiplications, vous avez l'inverse des matrices. Bon, le calcul, c'est principalement ce qu'on appelle des calculs de l'algèbre linéaire. Donc, et quand vous avez beaucoup de matrices qui sont très, très grandes, pour faire ces calculs-là, ça consomme beaucoup de calculs. Ça consomme beaucoup de calculs. Donc, si vous voulez entraîner des modèles de deep learning, eh bien, avec une machine simple comme celle que vous avez, c'est impossible. C'est pas impossible, mais il vous faut beaucoup de temps pour entraîner des modèles. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est justement, c'est grâce au GPU. Les GPU, c'est quoi les GPU en fait? Les GPU, c'est des cartes graphiques. GPU, ça veut dire Graphical Processing Unit. C'est l'unité de calcul graphique. Les GPU, c'est des cartes graphiques que vous installez dans vos machines. Parmi les cartes graphiques les plus populaires, c'est NVIDIA. Donc, vous devrez les connaître. Les gens qui font le gaming, généralement, souvent, ils ont toujours besoin d'acheter un ordinateur qui contient une carte graphique de type NVIDIA, n'est-ce pas? Donc, NVIDIA, justement, depuis 2010, en fait, même avant, il a développé ces cartes, ce qu'on appelle les GPU. Les GPU. Les GPU, c'est des cartes graphiques dans lesquelles vous allez trouver des milliers de petits microprocesseurs. C'est des petits microprocesseurs, mais c'est des milliers de petits microprocesseurs. Ce qui fait, quand vous faites des calculs, le traitement d'image, ou le calcul matriciel, et si vous avez un GPU, eh bien c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que si vous avez un GPU dans votre machine, au lieu d'utiliser uniquement le CPU pour faire les calculs matriciels, on va utiliser les GPU. Donc, comme il y a beaucoup de microprocesseurs qui sont utilisés dans le GPU, donc ça permet d'accélérer le calcul. Avec les GPU, on fait ce qu'on appelle le calcul parallèle. Je le calcul parallèle. Il a dit comme d'abord, je veux faire la somme de deux matrices. Une matrice A, une matrice B. N'est-ce pas? J'ai une matrice 5 x 5 plus une matrice 5 x 5. Alors, si vous voulez faire ce calcul-là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous faites le CPU, vous allez faire la somme point par point, n'est-ce pas? Le point, le point, le point, le point. Vous faites la somme, par exemple, matrice de 0, 0 avec matrice de 0, 0. Vous faites la somme. Et après, vous passez matrice de 0, 1 avec matrice 0, 1, le point suivant. Vous faites la somme de point à point. Et donc, ce qui fait combien d'opérations que vous allez faire de la sommation? C'est 5 x 5. Ça veut dire quoi? C'est 25. Combien de sommes que vous allez faire? C'est 5 x 5. C'est 25 opérations de somme. Donc, il laisse un méthode CPU. Combien d'opérations que vous allez faire? C'est 25 opérations. Mais il laisse un méthode GPU, vous allez le faire en une seule opération. Pourquoi? Parce qu'avec le GPU, il n'y a pas qu'un seul processeur. On va prendre 25 processeurs. En même temps, chaque processeur va faire la somme de deux nombres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le calcul parallèle. Et c'est grâce à ça que l'intelligence artificielle s'est développée. S'il n'y avait pas les GPU, on n'aura pas de ChatGPT. Pourquoi? Tout simplement parce que même s'il y a ces modèles, pour les entraîner, il nous faut beaucoup d'années pour les entraîner. Beaucoup de calculs. Mais grâce à ces GPU, grâce au cloud computing, grâce aux GPU et les TPU, généralement, maintenant, on dispose des ressources pour pouvoir faire ce travail. Donc, ce slide-là, ça vous permet de donner une idée sur la partie, donc l'état de l'art. Tout ça, c'est très utile. Alors maintenant, nous allons commencer la partie prompt engineering. Donc, on a une idée, c'est-à-dire sur globalement l'écosystème. C'est très important d'avoir une idée comme ça. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quoi d'abord? C'est quoi le prompt engineering? C'est quoi un prompt? C'est quoi l'ingénierie des prompts? Comment créer les prompts? Comment exploiter les prompts avec Python, avec Java? Comment faire des applications, etc. Vous allez voir, tout le reste vraiment devient très simple. Mais la connaissance elle-même, avant de commencer à faire des prompt engineering, il faut avoir quelques concepts de base.
Donc je pense qu'on va faire ça juste après la pause. OK? C'est ça? Alors on va prendre une pause de 15 minutes, pas plus. Et comme ça va nous permettre au moins de terminer la partie prompt engineering avant 13h. Donc on va prendre 15 minutes de pause et on va reprendre.